Vous dites, et je comprends ça, hein, vous dites, le gars vient d'être élu, et très rapidement, il a une majorité négative. Et Paul, j'attire votre attention sur le fait que s'il a une majorité négative, c'est-à-dire une opinion publique qui lui est hostile très rapidement, et que vous trouvez que c'est une habitude, c'est vrai que c'est une habitude, c'est peut-être parce que, dès qu'il est élu, il trahit ses promesses, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce qu'il a promis, et donc il devient impopulaire, et c'est normal qu'on ait envie de s'en débarrasser, puisqu'il ne fait pas ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale. Et si par contre il sait, mais Paul, si par contre il sait que par RIC, il peut être viré, ben il va respecter ses promesses, et donc il ne sera pas viré. Et l'opinion ne sera pas défavorable. Qu'est-ce que vous pensez? Non mais c'est logique ça. J'en profite pour glisser une question de la salle qui demande est-ce que la révocation pour haute trahison est toujours possible pour le président? Non, attends, ça mélange le... Le problème, c'est qu'on est bien là sur une question d'interprétation. Donc, est-ce que... Oui, parce que j'ai eu aussi l'information, évidemment. Est-ce qu'on révoque Emmanuel Macron pour haute trahison? C'est un point de vue. C'est un point de vue. Est-ce qu'il est illégitime, ce point de vue Est-ce qu'il est illégitime? Imaginez qu'une majorité dise il nous a trahis, il faut qu'il soit destitué. Vous trouvez ça illégitime? Moi, je trouve ça... Pourquoi pas, quoi? Qu'est-ce qui vous choque? Enfin, est-ce que c'est le peuple qui est souverain ou pas? Si le peuple a sa majorité, et il n'y a qu'à dire une majorité renforcée, si vous voulez, il n'y a qu'à dire qu'il y a une majorité renforcée, c'est-à-dire que, par exemple, si le peuple aux 2/3, ou à 60%, si le peuple à 60% ou aux 2/3 décide qu'il doit être destitué pour haute trahison, est-ce que vous trouvez que c'est illégitime? Enfin... Est-ce que le mode électoral est aussi permet bien vraiment l'expression démocratique aujourd'hui? La question se pose par exemple de rendre le vote obligatoire, la participation citoyenne. Non mais c'est autre chose ça, Cédric. C'est autre chose. Oui, mais si les modes d'élection sont pas non plus cohérents par rapport à l'enjeu qui est posé, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire bah oui tiens on va destituer un président, on va sortir du... Destituer, t'as pas besoin de la proportionnelle pour destituer, c'est oui ou non. Oui, il a trahi ou non, il a pas trahi. Enfin, okay. Je comprends pas pourquoi tu... 30% des votants disent oui et ça y est, c'est bon, c'est fait, quoi. Non mais on a dit 60%. On a dit il y a majorité qualifiée, il faut que vraiment ce soit clair, des gens soient outrés et nombreux à être outrés. Mais s'ils sont nombreux à être outrés, vous trouvez ça illégitime qu'ils soient virés? Alors attendez, vous êtes en train de nous détruire le droit du travail. On se fait virer, sans qu'il n'y ait plus aucune protection. Donc les citoyens sont traités comme du bétail qui peut être viré sans aucune dignité, et vous considérez que l'élu central, là, lui, il peut jamais être viré. Enfin, c'est deux poids, deux mesures. Pourquoi est-ce que le patron du pays pourrait pas être viré par son employeur? Soyez logique, soyez libéral. Hein, si on n'est pas content, si l'employeur n'est pas content du président, pourquoi? Enfin, ça me paraît pas excessif. Enfin, ça veut dire que sur 40 millions, les 2/3, vous avez 30 millions de personnes qui sont pour la destitution. C'est pas illégitime de l'effectuer, ça, non? Oui. Est-ce que ça fragiliserait pas les institutions? Aux 2/3, éventuellement, oui, mais parce que c'est quoi le but? Qu'est-ce qui vous choque? Le but de tout ça, qu'est-ce qui vous fait tordre le nez comme ça? Je comprends pas. Ça, c'est tellement évident, ce truc-là. Comment vous n'arrivez pas à imaginer que... À partir du moment... C'est peut-être parce qu'on parle de Macron, mais prenez n'importe quel président. Je ne pense pas à une personne plutôt qu'à une autre. C'est pas une affaire avec Macron. C'est pas une question de personne. Non, c'est pas une question de personne. C'est-à-dire que... Est-ce que vous avez... Moi, j'ai jamais trouvé un président de la République qui fasse exactement ce que je voudrais. Jamais. Et je le trouverai pas. C'est clair. Oui, mais au point de dire que c'est un traître, c'est quand même rare. Enfin, on est en train d'y arriver en ce moment. Ah non, mais on n'a pas dit ça de tous les présidents. Non, c'est nouveau. Il y a une dégradation, là. Hein. C'est haute trahison, là. J'ai reçu ça je vois très bien de quel type de parti politique, mais j'ai reçu ça de très peu de gens. Hein. Non. Attendez, moi je l'ai écrit à personne, mais je le pense. Donc il y a des tas de gens qui vous écrivent pas et qui le pensent. Et c'est au moment du vote que vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de gens qui se donnent pas la peine d'écrire à leurs élus, mais qui ont une opinion politique quand même bien. Mais elle est légitime cette opinion quand même, non? Ou bien, enfin, je comprends pas ce qui vous retient de reconnaître la légitimité d'une majorité populaire qui dirait je ne veux plus de tels représentants. Non, vous acceptez l'élection, pourquoi pas la révocation? Parce que vous voyez, ce que je vois dans ce pays,
c'est qu'il y a quand même des tendances, à l'autoritarisme, et pas seulement chez les élus. Et je ne vous fais pas dire. Et deux, je vous rappellerai quand même, quand on regarde le 19e siècle, que c'est un siècle où il y a plus de dictature que de même d'une pauvre petite démocratie où vous avez le droit de vote. Donc les tendances, et quand je vois qu'un certain nombre de personnes me disent qu'il faudrait un pouvoir autoritaire, je me dis, si effectivement on a ce genre de choses, donc on révoque, vous dites ça va faire qu'à un moment donné les gens vont se poser des questions. Ou le gars qui est là va faire ce qu'on lui dit. Bon. Pouvoir autoritaire ou pouvoir populaire? J'ai pas très bien compris. Non, certains, je ne sais plus, alors il y avait un sondage qui était, moi je me demande s'il a été bien fait quand même, parce que 40% des Français voulaient un pouvoir autoritaire. Bon. Alors, qui a été sondé dans la salle? C'était un sondage, oui, mais bon, les sondages se trompent parfois, mais pas tant que ça non plus. Parce que là on ne parle pas d'un pouvoir autoritaire. Donc vous voyez, le problème c'est l'évolution doit toujours être mesurée. Sinon, quand il y a une évolution rapide sur quelque chose, en général, on a un retour en arrière. Ça, c'est le prof d'histoire qui parle. Je suis désolé, mais... Et donc, je me méfie toujours, effectivement. Il faut que ce soit bien bordé, parce que si jamais on aboutit au bordel, on peut être sûr que la claque derrière, on la connaît. Alors, ça fait la transition, justement, avec la question suivante. Pour aller dans le sens... Attends une seconde. Mais vas-y, je t'en prie, Étienne. Ce qu'on disait tout à l'heure, vous disiez... le RIC révocatoire, ça va poser un problème parce que dès que le gars est élu, il est impopulaire, et comme il est impopulaire, le moindre RIC va le mettre dehors, et comme on va le mettre dehors, il va se représenter, on va le réélire, alors ça pose un problème d'instabilité. Mais, vous savez, en Suisse, alors c'est pas sur le révocatoire, mais le mécanisme va être le même. En Suisse, ils peuvent abroger une loi qu'ils considèrent comme ne servant pas l'intérêt général. Et ils ne se privent pas de le faire. Quand en 2010, nos élus ont dégradé nos retraites, on nous a condamnés à 2 ans supplémentaires de travaux forcés. Nous n'avions aucun moyen de résister. Quoi, on est passé de 60 à 62 ans de travaux forcés. Oui, c'est ça. Non, c'est pas une exagération. Et nous n'avions... En quoi j'exagère? C'est pas vrai ce qu'ils... Attends, comment vous présenteriez ça? Où est-ce que j'ai exagéré? 2 années de travail supplémentaire. Le travail forcé, je sais bien ce que c'est. Ça s'appelle forcés. Le bagne, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, non, mais c'est des travaux forcés. Non, les travaux forcés, ça peut être autre chose que le bagne. Le bagne, c'est le bagne. Non. Quand on passe de la retraite de 60 à 62 ans, c'est des travaux forcés. C'est-à-dire que vous étiez libéré de ce travail par la retraite et vous n'êtes plus libéré, il va falloir que vous travailliez. Non, en tout cas, bon, peu importe. Admettons, donc, on nous a condamnés à 2 ans de travaux supplémentaires. Et nous n'avons pas pu résister. En Suisse, les parlementaires leur ont fait un coup pendable du même tonneau, pas exactement les mêmes modalités, mais ils ont dégradé les retraites. Dans les semaines qui ont suivi, par référendum d'initiative populaire, ils ont abrogé la loi. Montesquieu, tout pouvoir a besoin d'une limite. Le RIC serait une limite qui conduirait à la vertu les acteurs. Et les acteurs, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, je dis pas du tout que les élus et les présidents sont malhonnêtes. Là, vous êtes sur les deux, oui, sur les deux, le révocatoire et l'abrogatoire. Ça, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Tu disais, est-il imaginable que le Parlement abandonne son droit, c'est toi qui disais Cédric, est-il imaginable que le Parlement abandonne son droit de modifier la Constitution? Ce à quoi a répondu Paul. Et je voudrais vous poser la question, Paul, enfin vraiment, il n'y a pas d'acrimonie dans ce que je dis. Je vous pose une question logique de politique au plus haut niveau, de philosophie politique. Une constitution, ça sert à instituer des pouvoirs dont nous avons besoin. Nous avons besoin de représentants. Il n'est pas question qu'on écrive tous nos lois. On n'a pas envie, on n'est pas capable. Ok, on a besoin de représentants. Une constitution, ça sert à instituer des représentants. Mais depuis la nuit des temps, on sait que le pouvoir corrompt, le pouvoir est dangereux et que nous avons à craindre du pouvoir. Donc dans la Constitution, il y a l'institution des pouvoirs et les contrôles des pouvoirs. Or, donc ce texte est comme un contrat social que les représentés passent entre eux pour faire émerger des représentants dont ils ont besoin, mais les représentants ne préexistent pas à la Constitution. Les représentants vont émerger de la Constitution. Et donc, quand je dis que, quand les représentants, je ne dis pas du tout qu'ils sont malhonnêtes, quand je dis qu'ils sont en conflit d'intérêts, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, mais quand je dis que les représentants, dans le processus constituant, au moment d'écrire ce texte, écrire le texte qui va contenir normalement leurs limites, les limites de leur pouvoir. Et ces gens-là sont en conflit d'intérêts, comme un juge qui doit juger sa propre fille. Vous savez, quand au planning du tribunal arrive sa propre fille, ou
quand moi je vois passer, je suis prof, quand je vois passer un élève qui n'était pas mon élève cette année, mais qui était un élève de l'année d'avant, il est passé en candidat libre, et je vois arriver un candidat qui normalement devrait être anonyme, je ne devrais pas le connaître, et je vois un ancien élève. Je suis en conflit d'intérêt. Je ne suis pas un mauvais prof. Juste parce que je suis en conflit d'intérêt et que je ne peux pas rendre la justice, c'est-à-dire je ne peux pas lui donner une note honnête, je vais me récuser moi-même. Je ne vais pas attendre même qu'on me récuse. C'est mon honneur de dire non, cet élève-là, je le connais, il faut que ce soit un autre jury qui le juge. Et quand un juge a jugé sa propre fille, il se récuse lui-même. Il n'attend pas qu'on le récuse. Comment ça se fait que les parlementaires se permettent d'écrire eux-mêmes la Constitution dans laquelle ils sont juges et partis, dans laquelle ils sont ceux-là même qui devraient avoir peur de la Constitution, être contraints par la Constitution. La Constitution, c'est les limites de vos pouvoirs. Comment ça se fait que les parlementaires ne se sentent pas, comme l'était Robespierre, vous savez, quand Robespierre avait écrit ce grand discours pour convaincre la Constituante qu'ils étaient en conflit d'intérêts, qu'il fallait pas qu'ils se présentent à la législative. Vous voyez, il fallait pas qu'ils rentrent dans les habits qu'ils avaient eux-mêmes écrits. Donc, comment ça se fait que les parlementaires aujourd'hui soient pas capables, à l'image de Robespierre à cette époque, de se récuser en disant c'est pas à nous d'écrire la Constitution, il faut que ce soit le peuple lui-même, les représenter. Qu'est-ce que vous dites de cette idée? Que ça devrait être aux simples citoyens d'écrire la Constitution plutôt qu'aux parlementaires? C'est pas agressif ce que je vous dis. Je pose une question de politique. Je prends pas. Oui, pourquoi pas. Oui. Mais juste, il faut trouver le moyen de le faire. Comment on fait? Une assemblée constituante tirée au sort. Vous avez des simples citoyens plutôt qu'avoir une assemblée constituante élue. Qu'est-ce que vous... Non, mais peut-être que je rate quelque chose. Peut-être que je rate une difficulté, un piège, quelque chose que j'aurais pas vu. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y aurait à craindre d'une assemblée tirée au sort que nous aurions formée, peut-être qui va entendre les avis de quelques grands juristes pour voir un peu les risques qu'il y a à écrire une constitution. Mais vous savez, en Irlande, en Islande, il y a en Colombie-Britannique, une assemblée tirée au sort a réécrit tout le code électoral. C'est vraiment une partie compliquée de la Constitution. Des gens qui connaissaient rien, qui regardaient la télé en faisant des blagues à la con et en bouffant des frites. Des gens, vous n'auriez jamais dit que ces gens-là auraient écrit une Constitution. Ils ont eu super peur quand ils ont appris qu'ils allaient écrire la Constitution. Ils ont eu les jetons. Ils ont décrit aux journalistes leur panique. Et en fait, quelques mois plus tard, ils étaient fiers, les larmes aux yeux, d'avoir pu écrire ce texte et qui est passé. Il a eu 57%, je crois, ou 54, 57, je crois. Il fallait avoir la barre de 60. Mais enfin, c'était un succès, ce truc-là. Pourquoi ça apparaîtrait pas tout le temps? Pourquoi est-ce que des citoyens qui se donnent... Vous savez, quand vous faites confiance aux gens, vous êtes prof, vous le savez, quand on fait confiance aux gens, ils se transforment en bien. Ils essayent d'être dignes de notre confiance. C'est pareil avec des tirés au sort. Si c'est des tirés au sort pour avoir un avis consultatif, ils se donnent pas de mal parce que ça sert à rien, ça va pas être impératif. Mais si vous leur faites confiance et que la décision va être prise par eux, mais ils arrêtent tout. Ils ont arrêté de regarder la télé, ils se sont mis à lire des bouquins, ils se sont mis à parler de politique entre eux. Et c'est pas... Est-ce que j'oublie quelque chose d'important? Non, il faudra juste changer la Constitution. Ah ben oui, d'abord. Il faut qu'on l'écrive. Ah ben oui. Mais attendez, Paul, tous ceux qui ont écrit cette Constitution sont morts. Les vivants sont gouvernés par des morts. C'est quand même pas raisonnable. Nous sommes légitimes. Condorcet disait, une génération ne peut pas assujettir à ses lois les générations futures. On peut pas le dire mieux, c'est 0% de matière grasse. Je crois que De Gaulle le disait lui-même, puisqu'il disait qu'une Constitution, c'était valable en gros 20 ans et qu'il fallait la changer. Exactement. Donc, mais il aurait dû écrire l'article dans la Constitution en disant, dans 20 ans, on revote, on réécrit. La Constitution de 58, elle est obsolète dans bien des domaines. Ça, c'est bien clair. Mais elle nous emprisonne. Ah bah oui. La preuve, pour avoir essayé de la changer un tout petit peu, j'y suis pas arrivé. Donc, effectivement... Vous n'êtes pas hostile à l'idée d'un processus constituant populaire? Non. Vous êtes quelqu'un de bien, vous, hein?